semaine à vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Vous êtes en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, au niveau de Kinshasa, tout comme à l'intérieur du pays. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette chaîne de la liberté. Patrick Lokala TV, le président de la République, n'a plus confiance à ses proches collaborateurs, surtout après cette série de déceptions ou de trahisons. Vous avez vu, nous avons rapporté beaucoup de scandales ici, pour ne pas dire comme les Quinois qui disent beaucoup de scandales. Depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, nous avons compté au bout des doigts. On a fini le demain avec des scandales à la présidence. Pire encore, vous avez appris la semaine dernière que ses collaborateurs les plus proches, voire même un de ses assistants, ont transmis des photos secrètes à Kigali. Les photos de son audience avec un envoyé spécial du président burundais. Depuis, le président de la République a fait arrêter, on va dire sous ses instructions, quelques proches collaborateurs de son cabinet au niveau de l'ANER. Certains sont déjà même à la prison centrale de Makala, CPRK. Et nous avons appris aux dernières nouvelles qu'il a nommé son jeune frère Jacques Tshibanda Tshisekedi au poste de coordonnateur en charge de la sécurité interne du président de la République. Que vous inspire cette nomination? Le président a tourné ses yeux vers sa famille parce que ayant été déçu par ses proches collaborateurs. Est-ce que la personne du président est tellement exposée qu'on ne sait pas comprendre comment évoluent les choses à la présidence? Je voudrais faire un lien avec ce qui se passe à l'IDPS. Nous partons de scandale en scandale à la présidence de la République pour cette fois-là vous faire vivre avec des analyses, les désordres qui caractérisent le parti présidentiel. Je l'ai dit, pas vraiment digne d'être appelé parti présidentiel. Après la série, le feuilleton Kabunda Kabund, qui a été traité de tout le nom, voici le feuilleton Augustin Kabouya, le parti présidentiel vit déjà ou désormais dans les désordres les plus totaux. Et puis, vous voyez, ce que nous avons au pays, la crise sociale, la crise économique et la crise sécuritaire, est-ce qu'il y a un dysfonctionnement qui est parti du parti présidentiel à la présidence de la République jusqu'au niveau institutionnel, voire au niveau sécuritaire? Est-ce que ce parti n'a pas de ressources à proposer au pays à telle enseigne que la situation du pays est devenue intenable, ingouvernabilité dans tous les secteurs? Nous allons poser des questions à notre invité pour savoir d'où est le problème. Est-ce que c'est le fruit de ce qu'on a vu hier à l'IDPS, un parti qui a fait 37 ans à l'opposition? Nous pensions que c'était pour se préparer à gérer l'État, mais la réalité est tout autre. Nomination dans les entreprises publiques de l'État, établissements publics, vous l'avez constaté tout comme moi. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de ces nouveaux membres du conseil d'administration et des directeurs généraux? Nous allons voir si ces gens seront à mesure de gérer ces entreprises de la RDC et aider le chef de l'État à avoir un bilan assez positif à la fin de son mandat. Et puis, il y a la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Aux dernières nouvelles, les combats ont repris de plus belle entre les rebelles du M23 et les forces loyalistes. Je parle des forces armées de la République démocratique du Congo. Que de révélations, que de révélations. Après les déclarations des fils Museveni qui avaient clairement dit que l'M23 n'était pas un mouvement terroriste, mais que c'était des Tutsis congolais qui défendaient le droit des Tutsis au Congo. Vous avez vu récemment notre confrère Steve Wemby qui est allé en exil quelque part, poster une information sur laquelle une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est allée voir Kaguta Museveni, président de l'Ouganda, pour lui présenter des preuves de son soutien ou du renforcement de ces éléments à ceux du M23. Quelles conséquences Kinshasa devrait tirer par rapport à cette affaire? Silence et radio comme si de rien n'était, mais ici on nous présente le Rwanda comme pays agresseur. Vous avez vu
Sam Lukonde Kyenge au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, refusé, comme on nous l'a fait croire, de prendre part à la photo des familles et des participants. Mais aussitôt après, les réseaux sociaux nous ont quand même aidé à nous montrer Sam tout souriant aux côtés de l'ami et frère de Félix Tshisekedi, Paul Kagame, comme si s'il ne s'agissait pas d'une autre photo. Est-ce que la question que je me suis posée, est-ce que c'était une stratégie préparée à l'avance pour faire pression ou c'était juste quelque chose qu'on a improvisé en plein travaux de la francophonie? L'option de la France est claire, il faut aller dans un processus politique et diplomatique. Nous apprenons que les négociations vont reprendre dans les jours à venir au niveau de Nairobi entre Kinshasa et les rebelles du M23. Pourtant, au pays, Bosonko Diampouanga avait déclaré qu'il ne négociera pas. Le pays ne négociera pas avec les rebelles. Ces négociations vont porter autour de quoi? C'est ça la grande question. Comment nous allons nous en sortir? Est-ce que nous allons, dans ces négociations, dans une position de force ou de faiblesse? Je ne répondrai pas à cette question. C'est à l'invité de répondre et de vous apporter les plus amples détails. Nous recevons spécialement pour vous, après plusieurs rendez-vous manqués, Alain Bolodjoa, le président du parti politique en gestation Lèvons-nous et bâtissons le BAT, cadre de ces pays. Il partage certaines idées de la coalition Lamuka, il n'en est pas membre. Alain Bolodjoa, bonjour. Bonjour à vous, en tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. Comment Bien que le pays va très mal. Comment va les BAT quand même. On s'y bat, on s'y bat. Nous sommes en train de confiner certaines stratégies, justement pour faire coïncider l'agrément et la sortie officielle du parti. Ça va. Très bien, l'agrément, la sortie officielle du parti. On va commencer par l'IDPS. Nous avons tous constaté les désordres qu'il y a à l'IDPS. Augustin Kabouya, destitué de son poste par Wakenda pour des raisons de mégalomanie. On dit qu'il fait preuve d'une grande folie comme son maître Kabounda Kabound, destitué. Kabouya a rejeté cette décision et je viens même de l'apprendre que M. Victor Wakenda serait traduit en justice. Comment les Congolais peuvent analyser ces désordres qu'il y a pendant ce moment de crise à l'UDPS, parti présidentiel censé proposer des alternatives crédibles au président de la République, parce que c'est un laboratoire pour les chefs de l'État qui gouvernent. Est-ce que les désordres à l'UDPS peuvent avoir un impact dans le fonctionnement du pays, surtout au niveau de la première institution du pays? Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais convier le Congolais, des amis de la lecture, ceux qui aiment la science, l'économie, l'écologie, de consulter un peu le site Harmattan, parce que nous avons déposé quelque chose pour vous. Notre livre a été réédité par la maison Harmattan et il se vend à 27 euros pardon, pour un livre en dur et 20 $ pour l'électronique. Très bien, je vais demander à Derrick Lunkeba de balancer la couverture de ces livres d'Alain Bolodjoa, publié aux éditions L'Harmattan. Je vous invite à le lire et à découvrir le contenu. Il n'est pas seulement acteur politique, il est devenu écrivain. En tout cas, j'ai toujours été fasciné par l'écriture, par la lecture. Voilà. C'est ce qui justifie même tout ce que j'ai comme brevet. Et je compte avoir plusieurs autres diplômes. Alors là, il faudrait que je vous retienne un peu sur ces sujets. Les titres du livre s'appellent « Forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques », publié par Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa, en 2 minutes, pouvez-vous nous donner juste une idée qui pourra susciter l'intérêt des lecteurs à aller acheter l'ouvrage? Il nous dit déjà si l'ouvrage coûte déjà combien. Oui. Ce n'est pas distribué gratuitement comme des cacahuètes. Non. Bon, la science ne se distribue pas gratuitement. En fait, dans ces livres, nous sommes en train de démontrer que la communauté internationale n'est pas sincère dans sa démarche sur la problématique du réchauffement climatique. Comme vous le savez, nous avons un fort potentiel forestier
Et dans cette forêt, il y a des richesses fauniques et floristiques qui ont effectivement une valeur économique considérable. Et la communauté internationale, pour trouver des solutions au problème du réchauffement climatique, voudrait assez que nous préservions notre forêt, que nous conservions cette forêt. Et pourtant, nous avons aussi des ambitions de développement. Et surtout dans le milieu rural, les gens dépendent essentiellement de cette forêt. Nous considérons pour notre part que nous devons réfléchir d'abord au niveau national et amener une note de réplique adaptée aux enjeux. Parce que jusque-là, il n'y a pas une sorte de contrepartie qui est fixée, bien qu'on vous parle de RED+, de tout ce qu'il y a comme mécanisme de financement. Mais en réalité, ce ne sont que de solutions palliatives et pourtant, le pays a besoin de conserver et en même temps d'exploiter. Et nous avons démontré que la pauvreté et la dégradation de la forêt sont deux phénomènes auto-entretenus. Et nous avons mis en cause l'approche développée par le cadre des Nations Unies sur le réchauffement climatique, parce qu'on ne peut pas nous obliger à nous de préserver notre forêt sans qu'il y ait contrepartie. En résumé, c'est ça les débats. Nous lançons les débats entre l'approche écologique et l'approche économique, justement pour démontrer que entre les deux, il n'y a pas assez de fossé, que ce soit les économistes comme les écologistes, ils prônent pour la pérennisation des ressources. Voilà. Très bien, découvrez cet ouvrage. Il n'est pas gratuit? Non, non. Chez Harmattan, c'est à 27 €. Il y a possibilité qu'on vous livre les livres à la maison. Ça dépendra de ce que vous aurez à mettre comme enveloppe et la distance. Mais dans toutes les librairies partenaires et même Harmattan, vous en trouverez. Très bien, nous en trouverons. Même moi, j'achèterai un alors. Oui, oui. Merci Très bien, beaucoup. très bien. Je vais acheter un ouvrage d'Alain Bolodja. Il faut encourager une démarche intellectuelle et scientifique. Le problème, c'est que vous ne voulez pas lire. Vous ne voulez pas lire. Vous voulez être comme ces gens qui nous dirigent, qui ne veulent pas lire. Et quand on lit pour eux, ils ne veulent pas tirer les leçons de ce qu'on leur propose. Alain Bolodja, désordre à l'IDPS et les conséquences que cela peut entraîner au niveau de l'État, parce que les partis présidentiels censés être les laboratoires de la conception de politiques gouvernementales. Bon, dans la sociologie des organisations, on insiste très souvent sur les caractéristiques des organisations. C'est-à-dire que pour bien cerner ce qui se trame ou ce qui s'est fait dans l'IDPS, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'on entend par l'IDPS. L'IDPS, c'est quoi? L'IDPS a souvent, très longtemps, été un mouvement citoyen, mais qui s'est présenté comme un parti politique. L'IDPS dont on parle, c'est l'IDPS Tshisekedi. À ne pas confondre avec l'IDPS des 13 parlementaires. C'est l'IDPS des 13 parlementaires qui a vu le jour en 1982. Mais cet IDPS a vu le jour en 1992 et ils ont eu leur agrément en 2009. La difficulté de ces partis... Donc ils sont devenus partis politiques en 2009. Officiellement en 2009. Très bien. Parce qu'avant, c'était juste un mouvement citoyen qui revendiquait des droits. Le fait seulement qu'ils étaient parmi les rares qui s'attaquaient ouvertement à la gestion de Mobutu. Ils ont gagné l'assentiment de la population et son accompagnement. C'est en 2009 que le ministre en charge de l'Intérieur de l'époque, de Kabila, a eu à agréer le parti parce qu'il devait répondre à une exigence légale. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas s'appuyer sur la problématique de l'homonymie. Deux partis ne peuvent pas porter le même nom. Comme il y avait déjà IDPS qui était dirigé par Kibasa, il fallait avoir un autre parti, bien qu'avec les mêmes insignes, mais qu'ils arrivent à avoir un parti différent. C'est comme ça qu'ils ont écrit dans leur statut IDPS Ba Tshisekedi. C'est ça l'appellation de ces partis. On a personnalisé IDPS. Oui, Tshisekedi justement pour les différencier avec l'autre IDPS qui, dans les dires, apparaissait comme IDPS Kibasa. Mais dans leur statut, c'est IDPS tout court. Voilà. Alors, ces partis est né, le grand parti IDPS, c'était de frondeurs du Père. Parce que tous étaient militants du Père. Et ils n'avaient pas l'intention de créer un parti. C'était juste un courant au sein du Père, parce qu'il répondait aux exigences de la communauté internationale avec la perestroïka, qui voulait assez que le pays soit démocratisé.
Ce qui a fait que Mobutu a soutenu la démarche de la création d'un parti politique pour que nous ayons le bipartisme. Et cette thèse a été développée par M. Etienne Tshisekedi. À l'époque, déjà, il était le vice-président du Parlement. Et Mobutu n'avait pas accepté jusqu'à ce que Mpanda-Njila a commencé à lever le ton au niveau national. Mpanda-Njila était du Kasaï. Etienne Tshisekedi était aussi du Kasaï. Les autres ont soutenu l'idée et Tshisekedi était chargé de mobiliser le Congolais, surtout dans la zone Grand Kasaï, justement pour qu'ils adhèrent à la vision afin de créer une base sociologique au parti. À force d'y aller, il est devenu plus populaire que Mpanda-Njila qui était l'initiateur. C'est comme ça que l'UDPS Tshisekedi a profité de son aura justement pour faire ce que nous pourrons appeler un coup d'État à Mpanda-Njila. Les choses ont évolué. Tous ceux qui étaient contre Mobutu en réalité ont été éliminés directement et d'autres sont poussés en exil. Et Etienne Tshisekedi a entretenu cette confusion de l'UDPS parce qu'il avait l'aura avec l'équipe basse et consorts. Tellement que c'était lui qui portait la parole de la vision UDPS, ça a fait qu'il a été approché par le service, une fois de plus, justement pour les soutenir et d'en faire un parti réellement de l'opposition. Alors qu'il était de l'opposition, approché par le service? Non, pas les services internes, c'est au niveau extérieur, parce qu'il travaillait en connivence avec Mobutu pour justement voiler la vérité au niveau international et démontrer que Mobutu n'était pas si dictateur que ça. Il y avait un parti de l'opposition. Alors, lorsqu'ils sont approchés, ils jouaient les jeux du système. Et voilà. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à avant le départ de Kabila, ils faisaient la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? L'UDPS a développé des ambitions, et fort malheureusement, vous le savez, d'avoir un premier ministre parce que Tshisekedi ne s'est jamais battu pour avoir la présidence de la République. Jamais. Même lorsqu'il s'est présenté comme candidat, c'était justement pour permettre à son parti d'avoir plus de députés. Ce qui a fait qu'avec les temps, ils ont développé le réflexe de devenir réellement un parti. Mais la difficulté, c'est que l'UDPS avait plus centré ses actions essentiellement sur les actions de la rue. Voyez-vous, ils ont formé les cadres dans les actions de la rue, ils ont simplifié leur message disant que Mobutu était le diable, il fallait le faire partie, il fallait brûler les bus Soutraz, OTCZ, Transco, City Train et consorts pour faire valoir leurs droits. Ils ont basé leurs actions et voilà pourquoi ils ont créé le Parlement des veaux. C'est-à-dire que créer un cadre d'intoxication de la population par des fausses informations, justement pour pousser cette population à une sorte de déclic et à être en mesure de faire face au pouvoir. C'était ça, en fait, le mécanisme. Et dans cette vision, il y avait des gens qui l'accompagnaient. Et dans la plupart des cas, ils étaient des Kassaïens. Ce qui fait qu'il a été soutenu par les Kassaïens. Et quand il arrivait à un certain moment, il y avait d'autres personnes qui partageaient la vision de départ, qui étaient des autres provinces. Donc, l'action UDPS est centrée essentiellement sur la personne d'Etienne Tshisekedi. L'UDPS Tshisekedi est centré essentiellement sur la personne de Tshisekedi. Ce qui a fait que c'est devenu un patrimoine familial. Dans ces partis, il y a plusieurs centres d'intérêt. Mais le plus essentiel, c'est la famille Tshisekedi, parce que c'est leur bord, comme on dit chez le Quinois. Donc c'est le parti de la famille. La famille, c'est un bien privé, c'est comme la société Papa Sola, la société c'est comme un peu avec les églises, hein? Voilà, ouais, comme les églisettes de réveil. MBA, consorts, c'est du père en fils. Ils sont dans ça. Et voilà. Dans ces partis, les femmes, les épouses, les épousettes, le cousin, les neveux sont membres du bureau politique. Une suprématie, même s'ils ne vont pas assumer de fonctions officielles, mais ce sont eux qui décident en dernier ressort, parce que c'est leur truc à eux. C'est dans ces contextes que Etienne Tshisekedi a évolué pendant longtemps. Et tous ceux qui avaient pris de posture contraire à ce que la famille dit, tous exclus. Auto-exclus. Auto-exclusion. Ils ont été auto-exclus. Et ça fait que c'est dans cet environnement que les choses se font. Alors, plus les temps passaient, plus Etienne Tshisekedi perdait certaines facultés. C'est
sa famille qui orientait certaines actions. Et je l'ai dit l'autre fois, même lorsqu'il s'agissait de négocier avec Kabila pour lui permettre de glisser, la famille a usé de la ruse en utilisant un cachet sec au nom et pour le compte d'Etienne Tshisekedi, justement pour convaincre Kabila, pour rassurer à Kabila que la famille était d'accord, ou les deux pères étaient d'accord pour l'accompagner dans cette entreprise. Et vous connaissez la suite. Il s'est rétracté, hein, pendant que Félix Tshisekedi, pourtant, Kitundo était à Ibiza, Madrid et Rome, Tshisekedi renonçait à ces dialogues au niveau, à partir de Bruxelles. Oui, là justement, parce que toutes les factures qui ont été payées, Moïse Katumbi est entré en danse et il leur a rassuré qu'il pouvait prendre en charge toutes ces factures-là. Et c'est comme ça que les choses ont évolué. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que partir d'un mouvement citoyen du type familial pour avoir un parti politique, il y a un long parcours. Ça demande, il y a des étapes à respecter, voilà. Effectivement, d'adapter le message et de créer un cadre de réforme. Et fort malheureusement, dans l'UDPS, ça a été fait de manière brusque. Ce qui est vrai, lorsque vous êtes un mouvement citoyen ou une association, une organisation de la société civile, pour migrer vers un parti politique, on met en place une structure idéologique. C'est-à-dire que former les gens, leur amener dans l'approche de partis politiques, parce qu'il y a des fossés entre les deux. Et fort malheureusement, ça a échoué, la réforme n'a pas eu lieu, ils ont migré directement à un parti politique. Et ça fait que la base, il y avait une cassure entre la base et l'élite qui réfléchissait sur l'option du parti. Déjà là, ce sont des signes qui ne trompent pas, qui démontrent que l'UDPS aura toujours des difficultés en termes de gestion. Vous prenez dans l'organisation du parti. M. Etienne Tshisekedi, qui était promu et qui s'est autoproclamé président de l'UDPS, l'a été depuis l'époque de la conférence nationale souveraine jusqu'à sa mort. Et ils n'ont eu à organiser qu'un seul congrès avant sa mort, ce qui l'a d'ailleurs conduit à être le seul candidat et à rester président du parti. Ce qui fait que, à sa mort, déjà avant sa mort, on préparait son fils et d'ailleurs Kabila l'a soutenu pour devenir effectivement le président du parti. Il vous souviendra, à l'époque où le vieux Belchika avait exigé à ce que l'on convoque le congrès, il a été exclu. La tendance Rigini, il a été exclu justement parce que le parti considérait que c'était de la haute trahison, ne peut être candidat à la présidence qu'un Tshisekedi. Il est parti et là, il y a eu beaucoup de problèmes en termes de fonctionnement. Vous prenez Dindo, vous prenez Bomanza, vous prenez Massamba et les autres, et même les autres là, qui étaient en vogue là-bas, ils se sont vus écartés justement parce qu'ils ne partageaient pas la vision. Mais ce que je voudrais faire peut-être comme révélation, lorsque Etienne Tshisekedi était parti aux élections, d'abord au départ, il n'avait pas l'intention de postuler pour être président, je l'ai dit. Il avait juste l'intention de permettre à ceux qu'il ait plus de députés et d'être Premier ministre. Parce qu'il n'a jamais envisagé, lui, d'être président parce qu'il sait pertinemment bien que le pouvoir est plus concentré au niveau du gouvernement qu'au niveau de la présidence. Ils n'ont pas pu avoir plus de députés, je crois que c'était dans les 37. Il leur avait demandé de ne pas siéger officiellement. Mais officieusement, il leur avait autorisé de siéger et ils faisaient leur comment on appelle... Des contributions. Leur contribution au parti via la personne de M. Les 10%, ouais. Par M. Félix Tshisekedi. Il vous souviendra que M. Félix Tshisekedi avait accompagné Badi Banga en Allemagne lors d'une conférence qui était organisée dans le cadre du Parti démocratique. Il a été accompagné là-bas. On lui a même posé la question comment lui, qui ne voulait pas siéger, qui avait obtempéré aux ordres officiels du vieux pour ne pas participer aux actions parlementaires, pouvait se retrouver. Il a dit non, il a accompagné son frère et ami Badi Banga. C'était faux. Il a été envoyé officiellement par le parti parce que c'est le parti qui devait être représenté.
Ce qui veut dire que Badi Banga et Félix Tshisekedi ont gardé leur cordon ombilical à l'UDPS et le député a assisté, participé dans le financement des actions, bien que ce n'était pas officiel. Vous avez vu, Félix Tshisekedi percevait l'argent pendant cette époque. La sœur Haïtienne Tshisekedi, qui est la tante à Félix Tshisekedi, percevait l'argent. Tous percevaient l'argent et donnaient leur contribution au parti. Donc, si ce que vous dites est né dans le mensonge. Si ce que vous dites est vrai, comment peut-on expliquer Tshisekedi qui dit à ses députés de ne pas aller siéger au Parlement, mais en coulisses, il leur demande d'aller? Quelle est la raison de cette position pratiquement biface d'un leader aussi charismatique que Tshisekedi Omolumba? Bon, charismatique, c'était circonstanciel par rapport aux réalités du terrain, mais ce qui est vrai, il n'a jamais joué franc jeu. Il suffit seulement de voir, après la législature, tous ceux qui ne se sont pas retrouvés, tous ceux qui n'avaient pas accepté cette position-là de M. Tshisekedi, qui n'était pas d'ailleurs la position du parti, ils ont rejoint l'UDPS. Ils ont rejoint pratiquement l'UDPS. D'autres ont créé des partis pour être des alliés. Il suffit de voir les relations qu'il y a aujourd'hui entre Massamba, entre l'autre jeune maître avocat qui était à Tchangou. Tous sont encore dans l'UDPS, dans le sens d'accompagner leur vision. Il contribuait au parti, il a collé là, je ne m'abuse pas. C'est lui qui était député de l'UDPS, aujourd'hui il est dans l'UDPS, il travaille avec Félix Tshisekedi, Badi Banga et avec Félix Tshisekedi. Vous prenez Serge, l'avocat, là, il est avec Félix Tshisekedi, Massamba, tous sont là. Ils sont en train de travailler, c'était juste une stratégie. Alors, ce que je voudrais dire, la mutation pose problème. Le parti ne peut pas fonctionner normalement. Une autre difficulté, il voulait avoir un parti de masse. Le parti de masse ne réfléchit pas de la même manière qu'un parti élitiste. La présidence exige que le parti soit un parti élitiste. Et fort malheureusement, même dans leur mutation, il reste un parti de masse. Et dans le parti de masse, ils ont renversé la pyramide. C'est la majorité, entre guillemets, qui déciderait sur le fonctionnement de l'État. Or, cette majorité n'a pas d'âme, n'a pas une adresse scientifique, n'a pas un modèle d'analyse. Ce qui fait qu'il y a conflit entre cette masse endoctrinée et la vision élitiste. C'est là que ça crée les désordres. Et naturellement, un parti comme ça ne peut pas atteindre les résultats escomptés, justement parce que le parti politique, comme vous l'avez dit, devait être la cellule de réflexion pour accompagner, n'est-ce pas, le Parlement et en même temps la présidence. Et fort malheureusement, ils sont dans l'incapacité justement parce qu'il n'y a pas assez d'intelligence pour y arriver. Il n'y a pas assez d'intelligence, selon Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa, maintenant, les désordres qu'il y a actuellement, ça c'est l'histoire. On a vu que l'UDPS a traversé des moments tumultueux tout au long de son parcours, mais elle a toujours surpassé ces moments. Alain Bolodjoa, à partir du moment où le président de la République est élu, moi, le statut que nous avons de l'UDPS, c'est un ancien statut, je ne sais pas s'il a été actualisé, mais il n'a jamais été prévu l'élection du président du parti à la magistrature suprême. Malheureusement, ou heureusement pour eux, le président de l'UDPS est élu président de la République. Et comme les fonctions du président de la République sont incompatibles avec celles du président d'un parti, il fut obligé de céder ou de mandater Kabunda. À qui il a laissé le parti? On sait tout ce qui s'est passé, Kabunda est destitué, aujourd'hui c'est le cas Kabouya. Est-ce que dans les partis politiques que nous avons, est-ce que le statut est respecté? Et qu'est-ce qui fait que les gens qui se mettent d'accord pour pondre un statut ne sont pas à mesure de respecter les textes qu'ils ont choisis pour se diriger et diriger le parti? Bon, je crois que je suis revenu dans le passé justement pour vous montrer que le parti a été créé à l'image de la personne de Tshisekedi. Comme beaucoup de partis aussi en RDC. Fort malheureusement. Espérons que ça ne sera pas le cas pour le battre. Hein. Non, mais suffisamment, je peux vous envoyer les statuts du parti. Voilà. Parce que le problème qu'il y a des statuts qui existent, mais les gens sont souvent en dehors des statuts. Non, mais eux, comme c'est le cas eux sont piégés par les statuts.
piégé par les statuts. Je vais les démontrer. Ah oui, allez-y. Dans notre parti, le BAT, la composition du parti, conformément d'ailleurs aux lois de la République, exige à ce que nous ayons au moins un minimum une signature ou un membre par province. Voyez-vous? Pour avoir ces gens, nous avons pris le temps de le convaincre. Ce qui a fait que nous avons pris pratiquement 2 ans. Et nous avons dit, dans notre parti, nous n'avons pas besoin d'avoir des autorités dites morales. Ce qui a fait que nous avons plus recruté des jeunes. Autorité de référence. Fort malheureusement. Nous avons pris le soin de former les jeunes, nous-mêmes former nos jeunes, les recruter, les former. Et nous avons créé un mécanisme de parrainage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur, surtout nos frères de la diaspora, qui ont pris la résolution de nous accompagner. Ils ont parrainé les signataires membres fondateurs. Et nous avons dit, le président qui s'est méconduit peut être déchu de sa fonction et il y a un intérimaire automatique un intérimaire automatique qui le remplace. C'est le premier vice-président et le deuxième vice-président qui le remplace. Si la période de vacances ou d'absence devient prolongée, c'est-à-dire que ça dépassait 6 mois, naturellement, il faut que le Congrès soit convoqué automatiquement et c'est le Congrès qui doit se choisir le futur président du parti. Lorsque le président assume une fonction incompatible à la fonction du président, naturellement, c'est le premier vice-président qui le remplace et l'intérim ne peut pas dépasser 6 mois. Ça, ce sont nos textes. Je tiens à vous rappeler, je ne suis qu'un simple économiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas juriste. Mais le parti UDPS a été créé... Ça a quel lien avec ce que nous disons ici? Je vous dis, la situation de le président du parti, quel lien? Le président national du parti de l'UDPS, qui était à la base de la rédaction des statuts, est docteur en droit. Non, mais vous avez toujours refusé Non, mais je n'ai pas fini, docteur en droit, mais en droit coutumier. Vous l'avez toujours refusé. Docteur en droit coutumier. Non, il était effectivement docteur, mais c'était l'équivalent à la licence. Docteur en droit coutumier. Il n'a jamais rédigé de thèse. Non, il a un mémoire. C'est pas une thèse. Ouais. Non, mais il est licencié, non? Ok. Il est licencié en droit. Il a travaillé sur le droit coutumier. Et je crois que c'est dans ce contexte-là que le parti a été créé. C'est-à-dire que pour l'UDPS, la personne du président est sacrée. Et au-dessus même des statuts. Non, mais non seulement au-dessus des statuts, au-dessus même de l'État. C'est-à-dire que... mais là, vous exagérez. Non, mais attendez. N'avez-vous pas vu dans l'UDPS de culte soit organisé en mémoire du dieu Etienne Tshisekedi? Au nom du père, Yachichi, du fils, Yafachi, ça n'a pas été dit par moi. Voyez-vous? C'est ça le contexte. Dans les statuts, il faut prévoir le mécanisme de remplacement. Il y a les remplacements circonstanciels limités dans le temps. Les cas d'empêchement. Ouais. Le cas d'empêchement provisoire. Il faut qu'il y ait un mécanisme de remplacement automatique d'ailleurs. Et je crois que c'est ça le principe de l'administration. Lorsque le DG n'est pas là, le directeur le plus précédent le remplace. Au niveau du Congo, ce n'est pas ce qu'on a fait. On a pris le président de la République qui assume la fonction, qui est aussi chef de l'État. S'il est empêché, définitivement, c'est le président du Sénat qui le remplace. Parce qu'on n'a pas voulu donner au président de l'Assemblée nationale. À l'UDPS, on n'a pas prévu ça. Ils n'ont pas prévu ça. Ils ont prévu ce qu'ils appellent les triumvirats. C'est-à-dire que le pouvoir part d'une institution individu à une structure individu à une structure constituée de 3 personnes. Ça, c'est déjà un désordre. Ce qui fait que M. Félix Tshisekedi, d'ailleurs là, peut-être les gens ne se sont pas rendus compte, M. Félix Tshisekedi a signé l'acte désignant Kabound. Quelques jours après, il a déclaré sa démission en tant que président. Président? Il a déclaré sa démission. Il a suspendu sa fonction en tant que président. Président du parti? Bien évidemment, président du parti. C'était justement avant l'investiture. Oui, oui. Ce n'est pas normal. C'était une violation des statuts. Non, pas des statuts, de principe de l'administration.
du principe de l'administration. Parce que la délégation de pouvoir n'était pas statutaire, encore moins réglementaire. Mais l'acte posé, l'acte de désignation de Kaboul n'avait pas de soubassement ni statutaire ni réglementaire et même pas, ne répondait même pas à l'exigence du bon sens. Le désordre a-t-il commencé par là? Le désordre a commencé par la création du parti, mais c'est ce qui a renforcé davantage la situation. Parce qu'on ne peut transférer le pouvoir que ce que l'on a. Vous n'avez pas le droit de faire de quelqu'un votre remplaçant. Ça doit être les statuts. Et voilà pourquoi vous trouvez dans notre statut, l'intérim n'est pas la volonté du président. C'est la volonté du constituant. Mais chez eux, ça dépendait de sa volonté. C'est-à-dire qu'il pouvait aussi se choisir même son chien, même son fils, son bébé. Il pouvait le faire parce que... Non, mais c'est une manière d'exagérer, effectivement. C'est-à-dire qu'il pouvait transférer le pouvoir de le remplacer à la personne de son choix. Ça, ce n'est pas démocratique. Un autre élément. Le mandat du président élu par le Congrès courait de 2018 à 2023. Ce qui veut dire qu'en réalité, le fait seulement qu'il a été frappé de l'incompatibilité, il ne pouvait pas assumer les deux à la fois. Et donc, le mandat qui vient après et qui courait de 2019 à 2024 ne pouvait pas être compatible à ces mandats-là. En réalité, le parti, si c'était un parti sérieux, devait convoquer les congrès. Qu'est-ce qu'on a constaté par la suite? C'est lui qui a transféré le pouvoir d'agir à M. Kabound, l'aurait fait en tant que président du parti. L'une des instances décisionnelles, d'après la démarche de M. Félix Tshisekedi. Et le principe de parallélisme de forme ouvrière, c'est que celui qui avait transféré le pouvoir soit la seule personne à pouvoir le récupérer. Là, c'était le contraire. Mais là, qu'est-ce qui s'est fait? Celui qui a nommé n'avait pas le droit, mais il a quand même fait, et les autres l'ont accepté. Et après, pour les destituer, celui qui vient les destituer n'était même pas lié à la décision qui était prise, mais l'a quand même fait. Et ce qui est surprenant, c'est cette même instance qui a choisi le secrétaire général actuel qui était nommé par la personne à qui on a refusé le pouvoir. Et ce secrétaire général refuse d'être démis par la même organisation qui a fait de lui ce qui... C'est-à-dire que l'UDPS est complètement bloqué. Vous voulez dire que c'est une forme d'anarchie organisée au sein du parti présidentiel? Je dirais plutôt une anarchie démoniaco-diabolique. Le concept est là, dur. Oui, naturellement, ils se comportent déjà en démons. C'est-à-dire que ce sont là des réalités. Aujourd'hui, personne ne peut faire référence à une disposition statutaire réglementaire de l'UDPS pour justifier la posture d'aujourd'hui. Ce qui fait que les gens tels que le Germain, comment il appelle? Jacquemain Chabani et consorts ne se retrouvent pas dans ça. Ils ne peuvent pas justifier la posture aujourd'hui. Parce que c'est lui qui a fait de Kabound président du parti. C'est la personne du président choisie par le Congrès. Mais c'est lui qui a fait des Kabouya secrétaire général. C'est le secrétaire général, l'ancien secrétaire général, parce qu'il a nommé, lorsqu'il est entré en fonction de président AI, qui n'existe pas dans les statuts, en violation des statuts. Lui-même a été nommé en violation des statuts. Il a nommé son remplaçant. Or, en réalité, un intérimaire ne perd pas sa fonction de départ. Il reste secrétaire général, mais il assume la fonction du président. Le poste allait rester vacant? Non, le poste lui-même allait cumuler les deux parce qu'il n'est qu'un intérimaire. Il est destitué et puis on vient reconduire la personne que lui a nommée et cette personne refuse de partir tel que l'autre est parti. Et justement, pourquoi? Parce qu'en réalité, l'acte le confirmant comme secrétaire général n'avait aucun soubassement réglementaire. Quelle pourrait être la solution à tout ça? Non, mais l'UDPS est déjà mort. L'UDPS est géré par le sceau du maire, par les émotions, par la tribu, par la famille, en dehors de cadre statutaire réglementaire. Bien qu'il ne peut pas assumer de fonctions actives au sein du parti, est-ce que le président de la République ne peut pas avoir un œil sur son parti? On a vu par exemple du temps de Kabila. Kabila fait autant d'années au pouvoir. On n'a jamais vécu ça au PPRD. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Félix ne peut pas s'inspirer de
comment Kabila gérait de loin le PPRD pour pouvoir stabiliser la situation qui est à l'IDPS? Non, M. Félix Tshisekedi intervient. Peut-être que les gens ne le savent pas. Il intervient comment? Il intervient, M. Félix Tshisekedi organise les activités du parti, il le finance. M. Félix Tshisekedi organise des réunions au niveau de cité de l'Union africaine. M. Félix Tshisekedi participe dans les activités du parti, peut-être pas de manière solennelle, mais il les fait souvent. Il sait qu'il y a des ordres alors? Non, mais c'est lui qui entretient les désordres. Il l'entretient comment? Parce qu'en réalité, le fait que, je l'ai dit ici, le fait que le mandat du président de la République va courir au-delà de son mandat en tant que président du parti, la vacance ou l'absence, l'empêchement devient non seulement cristallisé, mais au-delà du mandat. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne pouvait plus assumer la fonction de président, il devait plutôt organiser le congrès pour le remplacer. Et celui qui viendrait après lui n'allait pas avoir le mandat de 5 ans, mais plutôt de consommer le mandat de celui qui était là et qui est frappé d'incompatibilité. Comme la famille n'a pas trouvé mieux, on préfère garder le désordre justement pour permettre à la famille d'avoir la maîtrise de tout. Ne peut quitter le parti que celui qui n'est plus en odeur de sainteté avec la famille. Comme Kabouya a des gens qui le soutiennent, si ce n'est pas la maman, c'est le frère, si ce n'est pas le frère, c'est la sœur, si ce n'est pas la sœur, c'est la tante, c'est comme ça qu'il reste là. Kabound, le fait seulement qu'il était en conflit avec un beau-frère, une sœur, une cousine à M. Félix Tshisekedi, il a été, la cousine a été soutenue, le beau-frère a été soutenu. C'est comme ça que Kabound est parti. Et Kabouya serait très proche de Maman Marthe, qui reste l'une des autorités de référence du parti. Je dirais plutôt la seule. En fait, le problème, c'est que c'est ça, en fait, la réalité. Ils ne sont pas dans la philosophie des statuts, mais sont dans la philosophie de la famille. C'est la famille qui décide en dernier ressort. Bref, c'est comme une monarchie. Maintenant, je me pose la question, d'où viendra la solution à cette affaire? Non, mais vous voulez trouver la solution pour un parti qui est au service de l'acte du mal. Priez pour que l'IDPS décède officiellement. Je veux voir le tombeau de l'IDPS, l'acte de décès. Très bien. Est-ce que tout cela a un lien avec ce qui se passe à la présidence? On va dire, d'après mon observation, c'est la présidence la plus désordonnée que le Congo ait connue. Prenez des Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, c'est la présidence, c'est la plus, je mets entre guillemets le concept. Est-ce que on a transposé les désordres qu'il y avait à l'IDPS au sommet de l'État, on va dire, au niveau du cabinet du président de la République? Bon, en réalité, lorsqu'on accède au pouvoir, je crois que nous l'avons dit, lorsqu'on accède au pouvoir, il faut avoir des laboratoires. Le terme vient de vous. Oui, les partis. C'est-à-dire que le parti on a vu le PPRD, doit se par exemple, en laboratoire. Exactement. Et justement, tout comme quand vous aurez les pouvoirs, les BAT serait à ce moment-là un labo pour vous. Naturellement. Et d'ailleurs, que ça ne sera pas comme l'IDPS. Non, ça c'est nous maudire, cher ami. Voilà pourquoi nous insistons sur la formation de nos cadres. Voyez-vous, nous investissons plus de moyens dans la formation parce que nous avons pris des jeunes, des enfants, des jeunes qui n'ont jamais fait la politique. Nous sommes en train de leur apprendre les ABC de la politique et déjà, ils apprennent très vite parce que dans la plupart des cas, ce sont des étudiants. Lorsque vous accédez au pouvoir, il faut d'abord s'organiser pour accéder au pouvoir. L'UDPS ne s'est jamais organisé pour accéder au pouvoir. Il suffit seulement de voir les résultats des élections. Si vous considérez que Félix Tshisekedi serait réellement élu, il suffit seulement de voir la configuration des institutions pour vous rendre compte que l'UDPS ne vous vend que du vent. Il n'est pas en tant que parti, il n'est pas un grand parti politique. L'UDPS n'avait pas de représentants dans toutes les provinces. Il y a de ce coin où l'UDPS a obtenu 0 siège. L'UDPS n'a pas su avoir ne fût-ce que 10% de sièges de toutes les institutions, tout simplement parce que l'UDPS n'a pas été suffisamment organisé. Et d'ailleurs, l'UDPS n'a pas eu le pouvoir. Le pouvoir dont on parle aujourd'hui, c'est le pouvoir de la présidence. Ce n'est pas le parti qui a fait de Félix Tshisekedi président, c'est plutôt un partenaire à Félix Tshisekedi qui a fait de lui président. Il a été élu.
Félix Tshisekedi est le fruit des arrangements. Élu, proclamé par la CENI, confirmé par la Cour. Ne croyez pas trop à la CENI parce que eux-mêmes avaient dit que c'était un kabiliste qui était à la tête. C'est-à-dire que l'UDPS est le fruit, l'UDPS bénéficie des arrangements signés in tutte personae avec Kabila. Rien à voir avec le parti. Si le parti était en mesure d'avoir le pouvoir, c'est au niveau de la base. Citez-moi 10 provinces où l'UDPS a pu obtenir ne fût-ce que 10% des sièges au niveau provincial. Il n'y en a pas. L'UDPS n'a obtenu plus de voix que là où l'ancrage sociologique est confirmé est lié à la tribu. En dehors de ça, il n'y a rien. À Kinshasa, sur les 44, ils ont pu obtenir 12 sièges. 12 sièges au niveau de l'Assemblée provinciale, avec tout ce qu'il y a comme mosaïque. 12 sièges, 0 sénateur. C'est-à-dire que l'UDPS n'est pas un grand parti et l'UDPS n'a pas su gagner aux élections. Si Kabila avait laissé la Cour constitutionnelle et la CENI travailler normalement, l'UDPS serait déjà mort. Et c'est ce que je souhaitais. Donc, l'absence d'une élite politique, d'une élite scientifique, à même de fédérer les énergies pour faire de l'UDPS l'épicentre des actions politiques. Parce que lorsque vous avez des laboratoires au sein du parti, ces laboratoires vont travailler pour accompagner même les députés. Ils peuvent faire de propositions de loi en termes de réformes. Parce que lorsque vous accédez au pouvoir, vous avez trouvé un système qui existait et que vous voulez réellement déboulonner ce système, il faut jouer sur l'intelligence. Voir les réformes profondes qu'il faut mener au niveau institutionnel, sur le plan organisationnel, sur le plan fonctionnel, pour arriver effectivement à mener ces réformes. Et ça se conçoit au niveau du parti. Au regard de la vision partagée, vous concevez des propositions de loi et vous donnez à vos députés, ceux-ci vont le porter au niveau du Parlement pour faire passer vos lois. Et le parti accompagne ces actions. Déjà, un signe qui ne trompe pas. Un parti au pouvoir ne peut pas avoir ces gens dans la rue. C'est déjà un signe qui ne trompe pas. L'UDPS garde encore le réflexe d'un parti de la rue. Parce qu'il a été créé dans la rue. Donc l'absence de cerveau fait qu'aujourd'hui, blocage à l'UDPS, blocage au niveau de la première institution du pays qui est le président de la République. Naturel. Et d'ailleurs, le vieux qui a relancé les débats l'a dit. Justement parce que le parti n'est pas en mesure. Vous prenez le parti tel que le PPRD. C'est un parti que nous devons aussi accompagner à la mort. Mais la différence, c'est que dans le PPRD, ils ont créé une sorte de mosaïque. Ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des leaders de chaque coin qui se sont regroupés autour de la personne de Kabila. C'est-à-dire qu'ils sont venus pour soutenir le pouvoir. Des leaders qui ont quand même les cerveaux. Non, mais bien évidemment, il suffit seulement de voir la composition. Pour être contrairement à l'UDPS. Non, mais l'UDPS, c'est une pourriture. Pour être secrétaire général au PPRD, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut convaincre tous les centres d'intérêt. Ce qui fait qu'ils tiennent compte de l'intelligence, ils tiennent compte du background, ils tiennent compte de la présentation de l'homme, ils tiennent compte de la capacité fédératrice des autres. On l'a aussi vu à l'UDPS pendant un moment. Hein. Non, mais depuis, on a perdu cette tendance, cette réalité. Vous prenez le vieux tel que Massamba. À son époque, on sentait qu'il y avait des gens qui réfléchissaient. Vous prenez le vieux Mavungu. Grino. Lui, au moins, il avait tenté. Il avait tenté de pousser les gens à la réflexion. Mais la difficulté maintenant, c'est que... Le dernier bon secrétaire général, Jacquemain Chabani. Jacquemain Chabani était avant Mavungu. Mavungu, oui. Oui, mais lui aussi, on sentait qu'il donnait quand même du tonus dans la réflexion. Mais aujourd'hui, réfléchir dans l'UDPS, c'est l'outrage à la famille Tshisekedi. On parle même de la haine. Lorsque vous réfléchissez même de l'infiltration. À leur place, on dit mais c'est de même la haine. L'infiltration. Vous ne pouvez pas réfléchir au-delà de ce que la famille dit. Ce qui fait qu'il y a d'interférence de la famille, il y a l'interférence même de beaux-frères. Vous prenez par exemple la situation qui a envoyé M. Kaboun en exil politique. C'était justement parce qu'il s'est heurté aux beaux-frères de la famille.
L'époux ou le concubin ou l'époux de la Bon, les cousine. beaux-frères, tout court. Oui, beaux-frères. c'est Tout court. mieux, tout court. Tout court. Très bien, Alain Bolodjoa, président du parti politique Levons-nous et bâtissons les BAT. Alain Bolodjoa, vous avez appris, tout comme moi, que des proches du président de la République, un autre scandale de plus, mais ce n'est pas le dernier, apparemment. Lui-même, déjà, c'est un ils ont envoyé des photos secrètes d'une audience du président de la République avec les délégués du Burundi à Kigali. Chose grave, je ne vous ai pas eu toute la semaine pour vous poser la question. Lorsque vous avez appris cette nouvelle de la haute trahison, vous vous êtes réjoui du fait que ce que vous avez prédit arrive, les désordres et tout ce qu'il y a autour du président, le refus d'assainir la présidence, où vous vous êtes dit que le pays est en train d'être vendu sous l'accompagnement de ceux qui le dirigent? Bon, la dernière thèse est la meilleure. Cher ami, je crois que vous ne pouvez pas interdire à un fou de vivre dans la poubelle. Peut-être que lui se sent à l'aise là. C'est peut-être que nous qui voyons de l'extérieur, de loin, qui comprenons que son comportement n'est pas le meilleur. Personnellement, je ne peux pas être surpris de la posture de M. Félix Séké en matière de la gestion du personnel. Nous l'avons dit et nous continuons à le dire. En réalité, lorsque vous êtes en situation de crise, et d'ailleurs les Américains l'ont fait, on isole tous ceux qui ont des liens avec l'ennemi, ou tous ceux qui avaient des liens avec l'ennemi, parce que ce sont de premières personnes suspectes dans la gestion des crises. Vous les éloignez automatiquement? Naturellement. Et il y a des mécanismes pour ça. Si j'étais à la place de M. Félix, c'est bien que je ne pouvais pas le souhaiter. Ouais, parce si, qu'il disons, restons dans les si. Oui, parce que je ne pouvais pas accepter d'être créé, inventé par M. Kabila. Mais je dis... Si vous étiez à sa place, vous auriez fait quoi? Si j'étais président, dans le même contexte que M. Félix Sékédi, tous ceux qui ont des liens avec le Rwanda, je vais les écarter de mon précaré. Je dis qu'il y a des gens qui ont des liens avec le Rwanda. Tous ceux qui ont travaillé avec le Rwanda sont de potentiels ennemis. Les éloigner. Les éloigner. En quoi faisant? Vous créez des structures spécialisées sur la réflexion dans le domaine de sécurité. Vous prenez tous ceux qui ont travaillé avec Kagame, vous les mettez là. Vous leur donnez le moyen de réfléchir sur la capacité de nuisance de Kagame et sa bande et tout ce qu'il y a comme ramification par rapport à la question sécuritaire. Vous les mettez là, ils sont là. Ils sont surveillés par les services de renseignement. Et vous restez avec des gens qui n'ont pas de lien avec votre potentiel ennemi. Mais, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Au départ, il n'était pas considéré comme un ennemi, Kagame. Non. Si M. Félix Séké n'avait pas considéré comme ennemi, Kagame comme ennemi, il a dit que c'était son frère. C'est tout simplement de la naïveté. Je ne pense pas que quelqu'un qui est bien constitué, comme pouvait le dire Mende Omalanga, ne pouvait pas comprendre que Kagame était l'ennemi de la République. Non, lui, il a dit qu'il a commencé ses actions depuis 1992. Félix avait dit que c'était son frère, oui, son frère justement, un partenaire fiable, nécessaire et essentiel. Oui, son frère justement parce que son père considérait Kagame comme son fils. Ah. Oui. Ce qui a fait d'ailleurs qu'il a signé des actes de pacte avec le Rwanda pour faire partie Kabila. Voyez-vous? Je pense que M. Félix Sékédi ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Et le danger, c'est quoi? À force de se présenter en naïf, en gardant les éléments malicieux dans le système, il y a ce qu'on appelle le double espionnage. Le double espionnage. C'est-à-dire que ce sont des gens qui prétendent travailler pour vous. C'est que j'ai appelé des tops. Vous pensez qu'ils travaillent contre le Rwanda alors qu'ils travaillent plutôt contre vous. Vous voulez les utiliser pour travailler contre le Rwanda et ils font semblant de travailler contre le Rwanda pour le Rwanda mais contre vous. C'est ce qui se fait à la présidence. Mais bien évidemment. Et puis un autre élément, lorsque nous insistions sur le fait que M. Félix Séké était trop exposé, tout ce qu'il fait à la présidence, on le met à la place publique.
lorsque nous le disions, on nous a traités des haineux, de jaloux, de tribalistes. Comment pouvez-vous expliquer, on est en train de maquiller M. Félix Tshisekedi. Une telle photo pouvait se retrouver dans les réseaux sociaux. Comment pouvez-vous expliquer les bêtises du protocole, ça passe facilement dans les réseaux sociaux. Même lorsque M. Félix Tshisekedi veut recevoir des gens, je prends le cas du cardinal, il est là, ses services ou ses collaborateurs continuent à discuter entre eux, il entre, le protocole commet une erreur, la vidéo a circulé, et ce sont eux-mêmes qui ont balancé. Comment voulez-vous, les bêtises de sa famille, ça passe à la télé, tout le monde voit. Il y a même des gens qui commencent à faire des déclarations dans le sens de condamner X ou Y au niveau de la présidence. Il y a des gens qui organisent des marches pour revendiquer des choses à la présidence, la famille. C'est-à-dire que nous sommes là dans une forme d'imbécilité collective. Et ça met à nu les insuffisances managériales. Donc, le fait seulement qu'ils ont habitué les gens à prendre, ceux qui ont balancé ces photos, peut-être ils pensaient impressionner. Impressionner Kagame? Non, pas Kagame. Ils voulaient dire aux gens, voilà, on pensait que le Congo était isolé. Je vous montre, le président burundais a envoyé son émissaire pour vous démontrer que Félix Tshisekedi a quand même des alliés, on va préparer quelque chose. Il balance. Et je tiens à vous informer, dans tous nos groupes WhatsApp, tous nos groupes Facebook, peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte, il y a des jeunes qui ont été recrutés pour faire la synthèse de tout ce qu'ils voient dans le groupe pour les services d'intelligence rwandais. Il y a certains Rwandais qui ont changé de nom qui sont dans nos groupes. Mais si déjà, là c'est même, ça ne représente rien. Là. Si déjà ils sont à la présidence, non, mais qu'est-ce dit d'un groupe WhatsApp? Voilà pourquoi j'ai dit. Oui, mais c'est ça, il faut pas analyser les choses. S'ils sont à la présidence, non, mais il a recruté son plus haut sommet. S'ils sont présidents. Attendez, Alain. Il dit s'ils sont présidents. Il s'est agi du coordonnateur, des gens qui sont soupçonnés, je les cite, le coordonnateur de la sécurité interne du président. Les chargé de suivi du mécanisme de l'accord d'Addis Abeba, Claude Balanké, un conseiller puissant du président de la République, et l'un de ses assistants, tous soupçonnés de travailler pour Kigali. Si déjà, au plus haut sommet de l'État, Kigali a ses représentants au cabinet du président de la République, vous n'allez pas nous dire que dans un groupe WhatsApp, ça serait étonnant de voir les Rwandais nous espionner. Non, ça c'est plus facile à faire. Non, c'est plus facile. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? Il y a des gens qui s'envoient mutuellement certaines informations dans le groupe WhatsApp. Parce qu'ils pensent que le groupe WhatsApp serait fermé. Voyez-vous? Peut-être que les gens là n'ont pas pris directement les photos ou les informations, ils l'ont balancé à Kagame. Mais peut-être qu'ils sont passés par le groupe WhatsApp pensant que dans ces groupes-là, il y aura la confidentialité. Non, il n'y a rien de sécurisant là. Tout s'est fait par moment, par maladresse. Moi, je vous dis, et je l'avais dit, il y a infiltration partout, même dans nos lits. Il y a infiltration partout. Parce qu'aujourd'hui... Non, pas au lit. Ça, c'est ce que vous dites. On vous présente aujourd'hui ce cas-là. Aujourd'hui. Ça, c'est ce que nous avons appris. Aujourd'hui. Mais avant ça, il y a eu d'autres cas. Et après, il y en aura. Qui vous dit que M. Félix Tshisekedi ne travaille pas pour Kagame? Ah non, Alain. Lui-même. Non, mais alors... Pourquoi voulez-vous refuser? Parce que tous les éléments... Mais si travaille pour lui, il n'allait pas en faire un problème aussi. Non. Après avoir appris que ses collaborateurs lui ont envoyé des photos secrètes. Non, ça peut aussi être un semblant. Parce que Kagame a besoin de quoi? Des présidents qui ne sont pas si forts pour le faire échec. Je crois que Laurent Désiré Kabila l'a dit, Museveni veut avoir un président faible, un président faible au niveau du pays pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Ce qui veut dire qu'au regard de cette réalité, M. Félix est aussi au service du Rwanda. Parce qu'il a donné de l'eau au moulin du Rwanda pendant près de 4 ans. C'est lui qui a facilité le Rwanda d'atteindre le niveau que nous avons aujourd'hui. Et ce qui est encore plus naïf dans tout ça, c'est quoi? Dans ses discours, il a tendance à dédouaner l'Ouganda. Or, l'Ouganda et le Rwanda n'en font qu'un. On va en parler de ça, Alain Bolodjoa.
après cela, il y a une question de fond que je veux vous poser, Alain, pour savoir si, je vous l'avais déjà posé, mais je crois que ça vaut la peine d'y revenir. Vous allez retenir la question, même si je vais la relancer. Est-ce que c'est la personne, dans tout ce qu'il y a aujourd'hui, l'infiltration à la présidence, il ne faut pas avoir peur de moi, il faut dire comme ça, l'infiltration à la présidence de la République, expose-t-il non seulement la personne de Tshisekedi, mais aussi la nation congolaise est en danger? Mais avant cela, Alain, après ce scandale d'infiltration, des transmissions de photos secrètes à Kigali, Félix Tshisekedi a finalement compris, à mon humble avis, d'après ma compréhension, qu'il est en danger. Finalement, apparemment, il n'a plus confiance à ses collaborateurs. Cette fois-là, il vient de nommer son jeune frère, Jacques Tshibanda Tshisekedi, au poste de coordonnateur de la sécurité interne du président de la République. Ça veut dire que c'est un désaveu vis-à-vis de ceux auprès de qui il a placé sa confiance depuis le début de son mandat. Parce que là, il se retourne vers sa famille. Bon, le raisonnement est plausible. Parce que déjà, il est bien construit, il faut le reconnaître. Mais je voudrais quand même revenir un peu sur la première question. Sur les dangers? Oui, je voulais revenir sur ça. Est-ce que c'est Félix qui est en danger ou c'est le Congo entier? Parce que là, c'est le sommet de l'État. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité de ce qui se passe au sommet de l'État. Non, mais moi c'est que je n'arrive pas à comprendre comment lui n'arrive-t-il pas à comprendre, si je peux le dire, qu'il est en train de mener le pays dans un guet-apens et apparemment il a réussi. C'est-à-dire qu'il veut nous mettre dans une posture, dans une incapacité de réaction. C'est-à-dire qu'il a réduit toute la capacité de résilience. Là où nous avons pu déjouer la stratégie du Rwanda, M. Félix Tshisekedi est venu alimenter les débats aujourd'hui. Vous savez ce qui a fait que le Rwanda échoue souvent dans ses entreprises? Quoi? C'est l'unité nationale. Il a fait appel à l'unité nationale. Vous n'allez pas on ne fait pas appel à l'unité nationale par des communiqués de presse. Ah, les messages du c'est toute une politique. Vous appelez ça un communiqué de presse? C'est toute une politique. Parce que déjà, il suffit de voir comment M. Félix Tshisekedi procède dans la gestion du personnel. Déjà là, c'est un problème sérieux. Comment le pays peut être en danger? Supposons qu'aujourd'hui, qu'on atteignait M. Félix Tshisekedi. Lui qui assume la fonction de président. S'il mourait par la maladie, la population va peut-être comprendre, c'est naturel. Si on le mettait de côté parce qu'il est incompétent, il a fait preuve de la haute trahison, la population va comprendre parce que c'est constitutionnel. Mais si on l'abattait, même moi, je ne serais pas content. Ah, même moi, je ne peux pas accepter ça. Comment pouvez-vous expliquer, pendant ma vie, qu'il y ait 2 présidents abattus en fonction? Ça, c'est de l'humiliation. Nous ne pouvons pas accepter, même s'il est ce qu'il est, qu'il soit abattu en fonction. Vous voulez dire quoi par là? Non, je voulais dire qu'il y a tellement de maladresse, par moments, il commence vraiment à me taper sur les nerfs. Comment peut-on être aussi complaisant? Dans la sécurité, on ne prend pas des gens parce que vous avez confiance en eux. Le premier critère n'est pas seulement la confiance. C'est d'abord la compétence, la capacité. La confiance vient après. Parce que c'est lui qui fait bien son travail. Même si vous n'avez pas confiance à lui, vous serez au moins en paix. Il peut vous sécuriser. Mais il y a maintenant une sorte de double contrôle. C'est-à-dire que vous créez un système parallèle à ce qu'il y a. Et d'ailleurs, je crois que ça existe. M. Félix Tshisekedi a recruté des gens. Ils ont été formés, recrutés par le service ici. Ils ont été formés. Ils fonctionnent comme des services parallèles. Ils dépendent directement du conseiller spécial. Ils ne sont pas connus par les autres services. Dans le cadre de contre-espionnage. C'est là où on peut placer des amis et des frères. Vous prenez quelqu'un... Là, c'est faisable. Non, mais là, c'est faisable. Parce que là, ce sont des structures parallèles. On prend des techniciens avec des gens de confiance, vous les mettez là-bas pour espionner ceux qui espionnent les autres. Parce que dans la sécurité, ce qui est important, ce n'est pas de faire
confiance à votre frère. Votre frère peut être défaillant et occasionner la base de votre élimination. De par son incompétence, de par son ignorance et des faits sécuritaires. Voilà. Ouais. Comme aussi, lui-même peut aussi développer des ambitions. Qui n'a jamais appris qu'un frère pouvait faire un coup d'État à son propre frère? Même dans la Bible, ça existe. Hein. Moi, voilà, je voulais plutôt faire référence à la Bible. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi, apparemment, il n'arrive pas à mesurer la portée. Est-ce qu'il sait qu'il est en danger? Non, mais il le sait, lui-même l'a dit. Il a dit à plusieurs reprises. Je vous donne le cas. Devant le journaliste France 24 et RFI. Lui-même l'a dit. On a attenté à sa vie. Et d'ailleurs, il vous a dit aussi par des personnes interposées telles que le pasteur Roland Dallot. Il vous a dit aussi qu'il était, on le menaçait, on cherchait à le tuer. Mais il voulait dire à M. Félix, c'est normal, c'est naturel. Vous ne pouvez pas avoir ce que tout le monde cherche et ne pas envisager un jour d'être éliminé. Mais que faites-vous pour vous sécuriser? Alors, si lui-même ne sait même pas se sécuriser, lui, qui n'est qu'un individu, quid alors de la nation? Lui qui a des services. Non, mais il suffit seulement de... Il a l'ANER, il a le CNSS, il a les services de sécurité militaire, il a d'autres services d'intelligence non connus, non répertoriés, payés par l'État. Et ce que je voudrais vous dire, mais il n'a pas que ces services. La question que je me pose à Alain Bolodja, comment Paul Kagame est arrivé à pénétrer le cabinet du chef de l'État sans que ses services qui tournent autour de lui ne se soient rendus compte? Non. Le service de Félix Tshisekedi a été constitué essentiellement par les réseaux Kagame. Ah! C'est lui qui était à la base, qui était à l'origine. Kagame a participé dans la non, mais ces gens sont là. Félix Tshisekedi a fait recours à certaines personnes justement parce qu'ils travaillaient pour... Et d'ailleurs, je tiens à vous informer. Le président de la République, le président de la République n'est pas sécurisé que par ces services-là. Même certains pays voisins. Oui, dans le cadre de l'échange d'informations. Effectivement. Voilà. Non, ils interviennent même directement. C'est comme aujourd'hui, là. Vous avez vu, lorsqu'on avait commencé le dossier François Béa, vous avez vu l'attitude de Congo-Brazza. Parce que le Congo-Brazza se sentait menacé, François Béa a des informations confidentielles sur la sécurité là-bas. Il travaillait aussi, c'est officiel. Oui, mais ça se fait partout ailleurs, ça se fait. Effectivement, ce qui veut dire qu'il a tout le moins. Mais il suffit seulement de voir le comportement du cortège de M. Félix Tshisekedi. Vous sentez qu'il est dans la psychose. Il a peur. On a changé de cortège. Non, on a renforcé. Non, on a renforcé. Il a maintenant 27 jeeps. Dernièrement, je l'avais vu avec trois véhicules, avec des pick-up seulement. Ça date d'il y a un mois. Non, là, c'est pas lui. Ça doit être l'une de... Non, je l'ai vu, il était au téléphone. Ah, là, c'est pas je ne peux pas quand même... Non, mais non, je vous le dis. Je l'ai reconnu, il était au téléphone. Vous n'avez pas l'idée. M. Félix, c'est qu'il... Là, c'était il y a un mois. Il ne dort plus. Même si vous jetez des cafards devant lui, il va sursauter. C'est-à-dire qu'il a peur. Quoi de plus normal? C'est un humain. Mais que fait-il? Lorsque vous nommez votre propre frère, vous l'exposez aussi? Vous pensez qu'il est expert. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Il aurait travaillé à la DGM, il a été formé par Mossad pendant combien de temps? Et on l'a formé comme qui? Quelqu'un m'a dit qu'il était vigile en Europe. Non, mais il a été formé comme qui? Parce que c'est ça, en fait. Les gens qui font le gardiennage pensent avoir fait la sécurité. Non, ça, vous faites la protection rapprochée. Ce n'est pas ça la sécurité dont parle la Constitution. Alain Bolodja. Donc, cela sous-entend qu'il aborde des grandes questions avec maladresse. Moi, je le dis. Nous n'avons pas besoin de deuil national dans ces pays. Si vous ne savez pas vous sécuriser, épargnez la République, démissionnez. Parce que nous n'accepterons pas qu'un président meure en fonction. Nous n'accepterons pas. Nous avons perdu Laurent Désiré Kabila. Bien que nous ne l'avons pas soutenu, mais nous n'avons jamais accepté ça. Au lieu de renforcer, c'est lui-même qui a chambardé les services. Les services ne fonctionnent plus normalement. Tout le monde vit dans la psychose, tout le monde a peur. Vous ne pouvez pas prendre des initiatives au risque d'être taxé de traître.
Même si vous avez... Non, vous faites une note technique où vous dites non, et la sécurité, nous devons créer ça. Ah, il veut tuer le président, on vous arrête. C'est-à-dire que lui-même est en train de chambarder la fonctionnalité de ses services. Et il s'expose. Et quand vous dites l'impact, l'incidence de ça dans l'État, lorsque la présidence devient vulnérable, toutes les autres structures ne vont pas... On gère avec les Rwandais. Dans vos lits. Dans vos non, lits. pas les lits. Là, on ne peut pas vérifier. Non, mais là, on peut pas vérifier quoi. Mais au moins nous savons qu'il y a eu des infiltrés à la présidence. Non, il n'y a pas des infiltrés. Ils ont été recrutés parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Ils ont été recrutés pour ça. Infiltrés comment? Est-ce qu'ils l'ont fait? Non, ça a été accepté en tant que tel. Est-ce que vous savez que Bissélé et Bifor a travaillé avec le Rwanda? Il est là, non? N'est-ce pas qu'il est là? Est-il arrêté? Il est là. Alors, qui ne sait pas qu'il a travaillé? Mais ce fait, c'est qu'il a fait, il a invité tout ce que lui appelle le Banyamulenge. Ils ont été reçus. Ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé de quoi? Non, mais il faut lui poser la question. C'est vous qui avez abordé. Non, mais il faut lui poser la question. Parce que c'est lui-même qui pose des actes contre lui et contre la nation. C'est lui. Alain Bolodjoa, ce que nous voyons à la présidence, l'infiltration, les désordres et tout ce qu'il y a, la co-gestion du pays avec le Rwanda, est-ce que justifie aujourd'hui, nous pouvons comprendre la prétention, l'arrogance et l'orgueil de Paul Kagame sur le Congo parce qu'il sait qu'il a le cerveau sécuritaire chez lui à Kigali. Il suffit que Alain Bolodjoa fasse même un tour devant le palais de la nation. Kagame saura à la minute traite que Alain est passé par là. Est-ce que c'est ce qui justifie aujourd'hui l'arrogance et la prétention de Kagame quand il prend en parole, il nargue tout le monde parce qu'il sait qu'il a le Congo, il gère d'une certaine manière une partie du Congo, surtout la présidence de la République. C'est lui qui a la maîtrise du renseignement, a la maîtrise de l'État. C'est lui qui a des informations essentielles, confidentielles, peut déstabiliser le Congo à n'importe quel moment. Il sait où toucher, quand et comment. On ne pourra pas gagner la guerre. Non, on ne peut pas gagner la guerre. Moi, je ne peux même pas imaginer gagner la guerre avec un monsieur comme Félix Tshisekedi. Je vous l'avais dit et je le dis chaque jour. Vous savez, j'avais donné cet exemple, je crois que je peux revenir sur ça. Vous envoyez quelqu'un aller récupérer une dette quelque part et là où il va, lui aussi lui doit quelque chose. C'est-à-dire que j'envoie... en position de faiblesse. Voilà, j'envoie Patrick Lokala aller prendre quelque chose que Madame Tatiana me doit, mais Patrick Lokala doit aussi quelque chose à Madame Tatiana. Soit il n'ira pas, soit il ira, non, il ira, le message. Et puis il dit non, vous voulez quoi? Non, Alain veut que vous lui payiez sa dette. Oui, mais si vous me donnez la mienne, je lui donnerai certainement. Et puis il va venir, il va vous dire non, voilà... à l'objet, il faut comprendre, il a des difficultés. Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle qui a dit, c'est toi-même qui viens pour justifier parce que toi aussi tu lui dois. C'est ça le système que nous avons aujourd'hui. Très bien. M. Kagame n'est pas un dieu. Ça, je tiens à vous rassurer. M. Kagame n'a pas un cerveau à plusieurs étages. Mais il est très le fort. Rwanda n'est pas si fort que ça. Le problème, vous le démontrez sur le terrain. Non, je vous dis, le Rwanda n'est pas si fort. Il faut être humble et le faire play. Non, quand on est faible, on l'accepte. Non, nous ne sommes pas faibles, nous sommes affaiblis, c'est différent. Nous ne sommes pas faibles, nous sommes affaiblis. Le Rwanda n'est pas si fort que ça. Kagame n'a pas un cerveau à plusieurs étages. C'est un humain, il a des faiblesses. Et fort malheureusement, ceux qui nous représentent sont plus faibles que lui. Il suffit seulement de voir le comportement de ceux qui prétendent vous diriger. Vous avez vu M. Samalou Konde dire à la face du monde qu'il aurait refusé de prendre la photo. On va y arriver, ne vous en faites pas. J'ai prévu cela. On va changer de chapitre. Hein? Mais quand même, le dernier message. Vous voyez, Alain, il y a une dimension patriotique ici dans cette affaire. Vous ne voulez pas que le président soit atteint parce que le Congo sera exposé. C'est ça aussi mon souhait. Pour l'instant, nous n'avons pas une autre solution à proposer. Si, il y a une autre solution. Quel est le message que vous pouvez passer à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour qu'il soit sauvé de cette menace? Par ricochet, c'est toute la nation qui serait sauvée. Il essaie déjà. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs depuis avant l'investiture. Il ne méritait pas être président. Je le vois plutôt comme un débatteur dans des chaînes de télévision parler des l'UDPS.
je lui avais demandé de démissionner il y a bien longtemps. Pourquoi voulez-vous que nous trouvions la solution avec le problème Tshisekedi? C'est lui le problème. Vous compliquez l'équation. Non, non, mais l'équation est simple. Attendez. Tout le monde sait que lorsqu'il y a une partie du corps qui est infectée, pour sauver les restes du corps, qu'est-ce qu'on fait? On ampute la partie, non? Il y a deux possibilités. Soit il continue dans ce qu'il fait là, que je considère comme bêtise, ou soit il dépose pour que nous cherchions quelqu'un qui sera mieux outillé, vertébré pour résoudre le problème. On ne peut pas s'accrocher sur la personne de Félix Tshisekedi qui a fait preuve d'insuffisance pour trouver la solution au problème que lui a créé. C'est antinomique. Moi, je vous dis, comme nous refusons qu'il soit abattu, non pas seulement parce que c'est notre frère, mais parce que nous ne voulons plus connaître cette humiliation, il peut démissionner. Si la solution est la meilleure, en démissionnant, on va chambarder l'ordre constitutionnel parce que la Constitution est déjà violée. On va mettre en place des gens qui sont vertébrés, capables de solutionner le problème. Et comme ça, le pays et Félix Tshisekedi seront sauvés en même temps. Parce que si vous cherchez à trouver des solutions avec Félix Tshisekedi, il n'y aura que lui qui sera sauvé, pas le pays. Parce que pour qu'il reste là où il est, il doit céder quelque chose. Et ce qui va céder, ce n'est pas ce que nous allons accepter. Ce qui veut dire qu'il ne sert à rien. Bon, très bien. C'est pas si ça, ce n'est pas ça que moi j'attendais. Non, mais attendez, c'est ça la démocratie. Non, ça n'a rien à voir. Le patriotisme et le nationalisme ne veut pas dire s'arc-bouter derrière M. Félix Tshisekedi, c'est l'insuffisance. Merci Alain Bolodjoa. Est-ce que vous savez que le Mumba était un grand guerrier? Oui, ça je le sais. Est-ce que vous savez que s'il avait accepté de fléchir devant l'exigence de la Belgique, il allait être vivant, certainement qu'il allait éduquer tous ses enfants et en avoir plus? Il a choisi la mort. Il a choisi la mort, mais il a sauvé le pays. Alors, c'est à vous de voir. Comme nous voulons plus choisissent de la démission. La démission, c'est mieux par rapport aux autres options. Là. Et je serai l'homme le plus heureux de voir pour la première fois un président incompétent démissionner. Très bien. Merci beaucoup, Alain Bolodjoa. On va changer de sujet. Il nous reste très peu de temps. Alain Bolodjoa, la solution au niveau de la situation de sécurité de l'Est. On parle du désordre à l'IDPS. Nous sommes passés par celui du cabinet du président de la République, on va à l'ingouvernabilité dans la partie est du pays, là où le Congo semble être bloqué. Au pays, on a dit qu'on ne va pas négocier, mais cette fois-là, nous apprenons que finalement, on va négocier parce que tout le monde est d'accord sur l'option politique et diplomatique. Vous avez suivi les déclarations d'Emmanuel Macron qui a penché dans le même sens de pousser le Congo à aller négocier au niveau de Nairobi. Les négociations porteront autour de quoi entre le Congo, de Félix Tshisekedi, et le groupe rebelle qualifié de terroriste? Bon, déjà, l'identification du problème pose problème. Nous ne savons pas identifier le problème et surtout les acteurs qui interviennent. Macron n'a pas commencé à nous pousser à négocier. Macron, quand je parle, Macron prenait les totems coq de la France. N'a pas commencé à nous exiger, à travailler pour que nous soyons dans l'incapacité de résoudre nos problèmes et à nous pousser dans le dialogue aujourd'hui. La France fait partie du problème. Du problème congolais. C'est-à-dire qu'ils ont créé, ils ont planté les décors, ils ont créé les conditions pour que nous soyons dans l'incapacité de résoudre durablement le problème congolais. Ce qui veut dire que les déclarations faites aujourd'hui ne me surprennent nullement. Quel est le rôle de la France? Quels sont ses liens avec le Rwanda? Qui peut m'expliquer la présence de la dame qui est aujourd'hui à la tête de l'OIF? Mushikiwabo. Elle a été reconduite. Hein? Non, mais elle a été reconduite. Comment est-elle arrivée à assumer cette grande fonction? Quel est le rôle de l'OIF par rapport au Congo au niveau international? Peut-être que les gens ne le savent pas. C'est sur base de l'OIF que la France a l'épaisseur qu'elle a au niveau du Conseil de sécurité. C'est-à-dire qu'on nous amène, nous tous, comme des brebis.
voilà, je suis en mesure de maîtriser autant de pays au niveau africain, au niveau de l'Asie mineure, au niveau de tel pays. Il y a des pays qui parlent français, c'est notre culture et tout ça. Et tous sont derrière nous, nous prenons pour la démocratie, la sécurité, et tous s'accrochent en nous pour avoir ça. Et il amène ça comme moyen de marchandage. C'est-à-dire que l'OIF est une organisation, je ne dirais pas d'occupation, mais une organisation de domination. Qu'est-ce que nous gagnons? Concrètement. Concrètement, nous gagnons quoi? On nous impose de parler le français, nous nous efforçons. Nous sommes devenus comme des albinos culturels. On oublie notre culture, on n'arrive pas à s'adapter à la culture française. Nous parlons français, on nous oblige à comprendre comment respecter la ponctuation et consorts. Et nous pensons que nous sommes... Avec nos langues maternelles. Voilà, nous pensons que nous sommes dans le bon. Non. Le Rwanda a mené une diplomatie agissante. Et vous savez comment le Rwanda a une diplomatie agissante. Non, mais effectivement. Là, c'est la vraie. Contrairement à cette diplomatie polluée, agitée que présente M. Félix Tshisekedi. Vous savez qu'est-ce que le Rwanda a fait? Le Rwanda, d'abord, s'est victimisé. La communauté internationale, voyez-nous ça. La France a soutenu les Interahamwe pour nous tuer. Les États-Unis et tout ça. Et tout le monde s'est senti culpabilisé. Ils ont commencé à chercher à réparer. C'est comme ça que la France, pour calmer les ardeurs, la pression du Rwanda, a fait de cette dame candidate à l'OIF. Et c'est passé. Alors qu'au Rwanda, le français est la troisième langue. Ce n'est pas une langue officielle en tant que telle. C'est comme le portugais chez nous. Ne peut apprendre le portugais que celui qui a des intérêts là-bas. C'est ce qui s'est fait. Il y a l'anglais et le Kinyarwanda. Ce sont les deux langues principales utilisées au niveau du Rwanda. Et le français ne vient qu'en troisième position. Et le Rwandais ne veulent plus parler français. Mais on a fait du Rwanda la tête d'affiche. C'est Kagame qui a poussé les Français à faire ça. C'était une manière pour eux d'oublier les passés. Le président français s'est déplacé jusqu'au Rwanda pour demander officiellement pardon. Et le Rwanda accompagne tout ce qu'il y a comme saleté de l'action de la France au niveau africain. Ils sont dans plusieurs guerres pour soutenir les intérêts français. Ça, c'est la diplomatie qui agit et ça donne des résultats escomptés. De notre côté, qu'est-ce que nous avons? Un ministre en charge des affaires étrangères qui apprend à mentir officiellement. Nous aurons acheté les armes et consorts. Mais au finish, qu'est-ce que nous gagnons? C'est-à-dire que nous devons nous ressaisir. Moi, je vous dis, si nous avons des dirigeants vertébrés, si nous avons la capacité de pénétrer les questions, les grandes questions, de trouver des solutions, on va résoudre beaucoup de problèmes. Par moments, je me pose la question, pourquoi les intellectuels congolais ne sont-ils pas impliqués dans la recherche de solutions? Pourquoi les universités n'interviennent-elles pas? Pourquoi les spécialistes en matière de diplomatie? Il suffit seulement de voir l'attitude de M. Félix Tshisekedi. D'abord, il a fragilisé toutes nos ambassades, toutes. Allez voir en Afrique du Sud, qu'est-ce qui s'est fait? On nomme un militant, et il chambarde de l'ordre là-bas. Il prend tous ceux qui avaient comme déchets dans sa famille, il les nomme là-bas. Or, l'Afrique du Sud, c'est un pays essentiel pour résoudre la question. Dans le cadre de la SADC. Vous prenez l'Angola, vous prenez tous les pays là, en dehors de beaux-frères, de belles-sœurs, de cousines et consorts. Qu'a-t-il fait? Très bien. Revenons sur l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Alain Bolodjoa, on a quand même été surpris d'apprendre par les canaux officiels que le Premier ministre congolais, Sam Lukonde Kyenge, avait refusé de prendre part sur la photo familiale de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais à ma grande surprise, ce matin, j'ai reçu des photos de lui, de Sam, avec Kagame, riant jusqu'aux éclats. Est-ce que, d'une part, c'était une stratégie conçue au pays pour aller refuser de prendre part à la photo, ou, à votre avis, le Congo devrait avoir une position courageuse vis-à-vis de l'OIF, c'est-à-dire, nous suspendons
notre participation à l'OIF, tout simplement parce que c'est lui ou celle qui dirige cette organisation est issu, est originaire du pays agresseur dont on a chassé l'ambassadeur ici à Kinshasa. Quelle est l'option, d'après vous, qui pouvait être la meilleure, Alain Bolodjo? Bon, je crois que, avec sérénité, je n'ai jamais considéré ces messieurs comme un vrai Premier ministre. Qui? Monsieur Sama. Analysez d'abord Alain Bolodjo. Non, mais c'est ça, je suis dans l'analyse. Je ne l'ai jamais considéré comme un vrai Premier ministre. Je le considère plutôt comme un assistant à la présidence. L'assistant du président? Non, à la présidence. Il dépend du directeur des cabinets. C'est lui qui donne des orientations. C'est lui qui décide même sur les décrets qu'il doit prendre. C'est-à-dire qu'il fait de la figuration. Tout le monde savait que cette dame allait être reconduite. Parce qu'elle n'avait pas de challenger. Il n'y avait pas un autre candidat. C'est déjà quand il prenait l'avion, il savait que c'était incontournable. La dame allait être reconduite. Quel était son challenger? Elle était en train de compétir avec qui? Tout le monde le savait. Mais il s'est quand même permis de prendre l'avion et d'y aller. Il arrive là, les assises ont eu lieu, il était avec Kagame. Oui, les photos sont là. Non, il était avec Kagame pendant qu'il y avait des assises, il était avec Kagame et il devait en principe s'attendre que la dame soit reconduite parce qu'il n'y avait que possibilité par acclamation de la voir être reconduite parce qu'il n'y avait personne d'autre qui était candidat. Et vous savez qui a fait de cette dame candidate? Qui? C'est Kagame. Et vous savez comment elle est arrivée à être élue? C'est lui-même, le président français, qui s'est imposé, qui a demandé à tout le pays de voter pour. Rien n'a changé. Et il fait semblant, il veut dire à l'opinion, non, voilà, j'ai refusé de prendre la photo. Messieurs, la photo là de famille, si Kagame n'était pas là, vous allez certainement la prendre. Et si Museveni était là, bien que Museveni n'est pas directement impliqué, s'il était là. Vous avez un ambassadeur rwandais ici, qui était ici, qui a travaillé avec vous. L'ambassade du Rwanda est ouverte. L'ambassade continue à travailler. Vous n'avez jamais fermé les frontières avec le Rwandais. M. Félix Tshisekedi connaît les canaux par lesquels il communique avec le Rwanda. Qui nous dit que le cordon a été coupé? Arrêtez de faire semblant. Parce que ceux qui sont séduits par cette légèreté-là, c'est juste le faible d'esprit. Qui peut considérer ça comme un fait grave? Et ce qui est encore très grave, vous savez, la réaction de la dame? Elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle ne s'était même pas rendue compte que le Premier ministre n'était pas là. Donc Sama n'était pas assez représentatif, ne pèse pas. Et même dans Donc elle a minimisé Sama. Non, mais... Non, mais même si... Non, mais effectivement, même s'il n'était pas là, non, mais qu'est-ce que ça elle représente? ne s'est même pas rendu compte. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est de voir les présidents qui sont considérés et il ne s'est même pas rendu compte qu'il y avait un Premier ministre congolais et tout ça. Et même s'il pouvait être là, certainement qu'il devait être derrière. Elle a minimisé Sama Lukonde Kyenge. Alors, la seconde option, est-ce que le Congo aurait dû suspendre sa participation pour mettre beaucoup plus de pression sur l'OIF, qui devrait en principe nous accompagner dans la dénonciation contre cette agression que nous faisons dans la partie est. Le problème, c'est que est-ce que cette option était quand même la plus belle? Non, le problème, c'est que la France n'a rien à gagner si vous êtes en paix. Vous ne pouvez pas faire pression à la France pour la pousser à aller soutenir la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Vous offrez quoi? On a le pétrole. Ils peuvent en avoir sans vous. Au Congo? Bien sûr. Ils peuvent en avoir sans vous. Ils n'ont même pas besoin de votre autorisation. Quoi d'autre? Ah, c'est que nous sommes la mer. Oh, non. Non, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent sans vous. Comme quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire dans ces cas? Vous n'avez rien à faire. Commencez d'abord à faire. Félix n'est pas parti. Ça n'est pas parti, mais on dit qu'on ne devrait pas aller. On devrait non, il n'est pas parti parce qu'il voulait faire pression. Il n'est pas parti justement parce qu'il se sent en insécurité. D'après vous, quelle aurait été la position de la RDC vis-à-vis de l'OIF? Non, mais comment voulez-vous avoir une position avec des gens contre Israël? Quand j'insiste sur...
Cher ami, je admettons qu'il n'était pas là comme président. Ah, mais s'il n'était pas là comme président, on n'allait pas avoir le Rwanda avec tout ce qu'il a comme fantasme. Le jour où on aura un vrai président, dont le pouvoir viendra de la population, le Rwanda ne peut pas agir comme il agit aujourd'hui. Je vous dis, même si vous, aujourd'hui, vous êtes élu, réellement élu, vous êtes en osmose avec le peuple, le Rwanda n'aura pas à faire ces grimaces-là. Même si j'arrive pas à arrangement, Alain. Non, mais non, le Rwanda ne fera pas ça. Par arrangement, ça sera difficile parce que vous serez déjà cloué. Vous savez, peut-être les gens ne le savent pas, il y a une dimension métaphysique, j'en ai parlé l'autre fois. Ouais. Lorsqu'on transfère le pouvoir du peuple à la personne, la personne travaille avec les esprits. C'est le cas de Lumumba à l'époque. Non, mais Lumumba a été accompagné par les esprits. Ce qui fait qu'il est mort, mais il reste Il a vivant. épaté le roi Baudouin, Il est mort, qui avait un niveau intellectuel plus élevé que lui. Il est mort, mais il reste vivant jusqu'à aujourd'hui. Immortel. Lumumba est là. Mais Félix, c'est qu'il va passer dans les oublis de l'histoire. Alors, justement parce qu'il n'a pas l'essentiel. Ce qui veut dire que le problème du Congo aujourd'hui, c'est d'abord la qualité de l'homme. Il suffit seulement de prendre ce que Laurent Désiré Kabila nous avait relaté. C'est-à-dire que pour l'Ouganda, le Congo doit avoir un président faible. Pour le Rwanda. Pour l'Ouganda. Le Congo doit avoir un président faible pour l'Ouganda. Le Rwanda, le Congo doit avoir un président faible pour leur faciliter d'être en bon terme avec le Congo. Ils ont été en bon terme avec le Congo pendant le règne de M. Félix Tshisekedi. Ce qui sous-entend que Félix Tshisekedi est faible. Il nous reste des aspects de la problématique pour qu'on vous libère. Vous avez d'autres émissions à réaliser. Nairobi, les négociations porteront sur quoi? Parce que là, c'est l'option. Je suis convaincu que le Congo ira négocier avec les rebelles. Mais autour de quoi? Déjà, quand vous les appelez rebelles parce que le gouvernement veut vous l'imposer. Non, mais la rhétorique des terroristes, ça ne passe pas. Personne ne les comment considère comme des terroristes. Comment voulez-vous que je les appelle terroristes? Comment voulez-vous que ça passe dès lors que celui qui est présenté comme président et vice-chef de l'État, lui-même n'a pas le culot, la capacité de cristalliser ça? Comment voulez-vous négocier avec les terroristes? Expliquez-moi un peu. Lorsque vous dites que nous n'allons pas négocier, c'est sur base de quoi vous disiez ça? Et si vous irez négocier et vous demandez à ceux qui vont négocier avec vous de ne pas être trop exigeants, cela veut dire quoi? Non, on va négocier, on peut se retrouver autour d'une table, négocier avec eux, mais qui ne nous imposent pas leurs revendications. Alors, comment voulez-vous négocier? Quand on négocie, on fait des concessions. Il y a des concessions. Vous donnez. Mais nous allons négocier autour de quoi? Non, mais attention, avec les M23. Les revendications de ce que vous appelez M23 ou ce que vous appelez groupe terroriste rebelle sont progressives. Ça évolue selon la posture du gouvernement. Quand ils viendront, ils vont vous dire qu'ils sont en train de revendiquer le droit de Banyamulenge, les Tutsis, comment on les appelle? La communauté rwandophone, le rwandophone congolaise se sentent isolés et tout ça. Menacés. Ils sont au gouvernement, ils sont à la présidence, ils sont dans l'élite, ils sont dans l'administration, ils sont dans l'armée, mais ils considèrent qu'ils ont droit à plus. Si vous cédez à leur caprice, moi je vais demander à tous les Mongos de faire la même chose. Nous? Tous les Mongos. Parce qu'on est 33% de la population. Nous qui sommes majoritaires, nous ne revendiquons pas. Nous sommes majoritaires. 33%. C'est l'ethnie la plus grande du Congo. Mais nous ne revendiquons pas. C'est-à-dire que nous aussi, nous allons revendiquer. Si la minorité peut exiger... Nous ne sommes pas assez représentés. Hein. Non, mais non seulement pas assez représentés, mais on ne tient même pas compte de ces dimensions. Vous savez pourquoi? Parce que nous nous battons pour l'existence de l'État-nation. Mais si les tribus commencent à exiger, nous allons revendiquer parce que nous représentons 33%. Cela veut dire quoi? On aura droit à 33% au gouvernement, 33% au Parlement, 33% partout dans l'armée. Comment peut-on créer une nation comme ça? Vous savez ce que M. Félix Tshisekedi a fait? Il les a reçus. Et vous savez ce qu'il demande à M. Félix Tshisekedi? De céder, de négocier. Deuxième élément. La rencontre d'Azaria, c'est le mais c'était pour ça. Ils ont demandé à Félix de céder. C'était pour ça. On va négocier avec nos frères qui sont M23. Non, mais même le petit Museveni, le fils à Museveni, il a dit la même chose. Allez négocier avec nos frères. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi est pris entre le marteau et l'enclume. Il n'a pas, d'après lui, il pense qu'il n'a pas d'autre choix que de céder. On ne peut pas servir le Congo et le Congolais et le Rwandais en même temps.
Soit vous serez fidèle au Rwandais contre le Congolais, soit vous serez fidèle au Congolais contre le Rwandais. Et comme lui n'a pas la possibilité de faire, il suffit seulement de voir son entourage. Donc moi je pense qu'ils vont négocier sur la question rwandophone, c'est-à-dire que les Bembe, les Bafoulés, et consorts, allez vous faire foutre, je fais la promotion des autres. Ils vont débattre sur leur représentativité au niveau des institutions. Ils vont parler de leur influence par rapport à une certaine zone au niveau du Congo. Et ça, ce sont des fertilisants pour la balkanisation. Je voudrais dire avec autorité à M. Félix Tshisekedi, je le dis avec autorité, si vous vous hasardez à toucher aux fruits interdits, on risque de vous déshabiller politiquement. Attention, nous sommes vraiment intransigeants sur certaines questions. Ne nous poussez pas à devenir comme eux. Et nous avons le pouvoir de le faire. Attention, attention, nous sommes intransigeants. Lumumba est mort pour ces pays. Il a laissé 2 345 409 km². On ne vous a pas donné le pouvoir de négocier sur le fruit interdit. Si vous le faites, on va réagir comme eux. Le message est passé. Dernier aspect de cette émission, d'après Steve Wemby, la délégation du Conseil de sécurité est allée voir Kaguta Museveni pour lui présenter les preuves de ses renforts au M23. Comment réagissez-vous? En tout cas, je l'ai découvert un peu en retard à Kinshasa, dans sa capacité de pénétrer certains dossiers. À qui il n'y a rien, on ne dit rien. Non, ils n'ont rien à dire. D'ailleurs, ils ne méritent même pas. Ils n'ont même pas droit à votre considération. Vous savez, je crois l'avoir déjà dit. La bretelle qui a été créée là, je ne pouvais pas comprendre que le 1-23 puisse avancer aussi vite et de conquérir ces espaces-là sans l'accompagnement du Rwanda et de l'Ouganda. Ouais. Je ne pouvais pas comprendre. Ils ne pouvaient avancer que si ils utilisaient l'Ouganda comme base arrière. Ils ont pu avoir aussi facilement. Parce que si vous prenez la géographie de cette partie, le 1-23 est plus proche sur le plan géographique de l'Ouganda que du Rwanda. Et le fils Museveni, vous l'avez dit clairement, ils sont en train de revendiquer le droit des rwandophones, c'est-à-dire que les nilotiques Tutsi, ils sont en train de se battre pour ça. C'est-à-dire que l'Ouganda est favorable à cette réalité-là. Mais ce qui est bête et idiot, les gens considèrent que l'Ouganda n'est pas impliqué. Alors, plus nous évoluons dans ça, tous les éléments démontrant la haute trahison au niveau de ce que vous appelez présidence, gouvernement et consorts, je salue en partie la posture prise, développée par M. Mbosso, qui apparemment revient dans le bon sens. Il a évolué. Non, qui apparemment revient par moments dans le bon sens en disant qu'on ne va pas négocier. Sera-t-il en mesure de maintenir le cap? Je vous dis qu'il a évolué. Non, il a régressé alors. Il a évolué dans sa position. C'est-à-dire qu'il a dit, on ne va pas négocier avec les M23, mais s'il faut négocier, il faudrait qu'il libère les territoires occupés. Non, mais libérer les territoires occupés veut dire quoi? Parce que si vous allez en négociation, eux ne vont plus vous faire la guerre, vous allez leur donner ce qu'ils revendiquent. Même Mbosso, à qui vous avez placé votre... Non, j'ai dit au moins... Vous a déçu. Non, mais moi je ne peux pas faire confiance totalement à ces gens. Je sais qu'ils sont changeants comme ils changent leurs serviettes. Dernière question. Donc moi je pense que nous devons nous réarmer mentalement. Vous savez, quand nous prenons par moments parole devant vous, ce n'est pas parce que nous n'avons rien d'autre à faire. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas peur. Non. Nous savons que nous avons peur, mais nous arrivons à dompter cette peur-là. Parce que c'est un devoir sacré. Alain Bolodjoa, au regard de tout ce que nous avons dit, est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui gère encore ce pays? Mais je Félix Tshisekedi ne gère pas. Voilà pourquoi je vous dis, je n'ai jamais eu le courage de l'appeler chef de l'État. Il n'a pas nos valeurs, il n'a pas les mêmes objectifs que l'État. Il était venu pour autre chose. Et je crois qu'il en a déjà assez. Je ne pense pas que la famille Tshisekedi manquera encore à manger. Sauf peut-être s'il continue à nous énerver, on va tout récupérer. Je demande à M. Félix Tshisekedi, sincèrement, en tant que votre frère, je dirais même votre petit frère, 4 fois beau frère,
je vous demande de démissionner au plus vite. Libérez le pays. Alain Bolodjoa, s'il ne gère pas le pays, qui gère le pays alors? Non, mais le pays est géré par les centres d'intérêt. Il n'y a pas un seul dirigeant dans ce pays. Le pays est dirigé par les centres d'intérêt. Sur le plan opération militaire et consorts, vous savez qui gère. L'Ouganda et le Rwanda. Sur le plan financier, vous savez qui gère. C'est-à-dire, c'est comme ça, le pays est devenu comme une sorte de mosaïque. Une sorte de puzzle. Alors, si nous n'arrivons pas à nous ressaisir au plus vite, il y aura éclatement. Mais je vous dis, tant que nous qui sommes majoritaires, nous ne déciderons pas sur l'éclatement du Congo. Tant que l'esprit Lumumba sera en nous, personne ne va diviser le Congo. Personne. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission réalisée par Derrick Lunkeba sous la supervision de Tatiana Osango qui était derrière la caméra. D'ici là, portez-vous bien et on se revoit à très vite.